Salam alaikum, Azul, Fellaouen, Alhamdoulilah, rakoum gars bkhir. Écoutez, le live d'aujourd'hui, c'est lié entièrement à la crise qui se profile depuis 10 jours en Syrie. Vous savez que c'est un événement capital dans l'histoire du Proche-Orient, dans l'histoire du monde arabe et dans l'histoire du monde musulman, car la Syrie, ce n'est pas n'importe quel pays. La Syrie, c'est la patrie de la Renaissance arabe. Je vous donne un exemple. En 1961, par exemple, il y avait un livre de Jean Wolfe qui parlait de la résurrection du monde arabe. Il y avait à l'époque l'espoir que enfin ces pays de langue arabe, bien sûr, ça englobait à la fois les Kurdes, les Arméniens, les Coptes, les Berbères, tout le monde faisait partie de l'ensemble arabe. Il n'est pas lié à une ethnie en particulier, mais plutôt un dénominateur commun qui permettait d'aller au-delà des différences religieuses. Vous savez que le Proche-Orient, c'est un magma de religions différentes, juives, chrétiennes, musulmanes, des sectes à l'intérieur ou des minorités à l'intérieur de chaque religion. Par exemple, dans le cas des musulmans, il y a les sunnites, il y a les chiites, il y a les alaouites comme en Syrie. Bref, les grands penseurs du nationalisme arabe avaient pensé qu'en fondant une unité, non pas sur un facteur religieux, mais sur un facteur linguistique, il était possible de dépasser toutes les contradictions propres à la région du Moyen-Orient. Alors, il s'avère que je connais assez bien la question du Moyen-Orient et du Proche-Orient, car j'ai eu la chance à la Sorbonne d'avoir eu un très grand spécialiste du Moyen-Orient et le plus grand spécialiste de la Palestine qui s'appelle Henri Laurence. Henri Laurence, c'est celui qu'on consulte à chaque fois quand il s'agit de parler de Palestine. Il a écrit plus de 7 gros ouvrages sur la question. Et en 91, au moment de la guerre du Golfe, il avait publié un livre très important qui s'appelle Le Grand Jeu. Et je me souviens, à l'époque, il nous expliquait que au Moyen-Orient, plus précisément au Proche-Orient, il y avait ce qu'on appelle depuis le début du XIXe siècle, dans les relations internationales, la question du grand jeu. C'est-à-dire que les relations diplomatiques, politiques sont tellement complexes qu'il avait donné comme catégorie, comme paradigme de pensée, la qualification de grand jeu. C'est un endroit dans l'espace méditerranéen où les conflits sont à haute intensité. C'est l'inverse de ce qui se passe en Afrique du Nord, par exemple en ce moment entre l'Algérie et le Maroc, où les conflits sont de basse intensité. Pourquoi? Pourquoi c'est de haute intensité au Moyen-Orient et de basse intensité au Maghreb? Pour une raison très simple. La première, c'est la mosaïque des minorités qu'il y a dans les pays du Proche et du Moyen-Orient. Vous savez que tous les pays du Proche et du Moyen-Orient sont des créations artificielles des puissances coloniales françaises et anglaises suite à l'accord de Sykes-Picot de 1916. Et ensuite, il y a eu la question de la découverte du pétrole à partir de 1927, notamment à Kirkouk, qui a complètement fragilisé ces pays. Et depuis cette date-là, c'est devenu un espace de conflit, un espace où l'ensemble des puissances internationales et régionales règlent leurs différents par pays interposés. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 100 ans, il n'y a jamais eu de paix au Proche et au Moyen-Orient, alors qu'au Maghreb, où il y a très peu de différences culturelles, très peu de différences ethniques, en dehors de la question des Berbères et des Arabes, il n'y a pas de problème dans le pays du Maghreb. Et la géographie et l'histoire a fait qu'aujourd'hui, les deux pays les plus stables du monde arabe, et le monde arabe c'est 22 pays, c'est paradoxalement le Maroc et l'Algérie. Et ça, c'est une richesse, c'est une chance que nous avons au Maghreb d'avoir des pays extrêmement stables, aussi bien au niveau ethnique, culturel que religieux. La quasi-totalité des habitants d'Afrique du Nord sont des musulmans sunnites de rite malékite
et personne ne peut intervenir ni en Algérie, ni au Maroc, ni en Tunisie pour fragiliser la structure sociétale ou la structure religieuse ou la structure politique de ces pays, car ce sont des pays homogènes sur le plan ethnique et religieux. Donc c'est une chance que nous avons, en effet, au Maghreb, chance que les pays du Moyen-Orient n'ont pas. Et la dérive de la Syrie depuis 2011 en est la plus parfaite illustration. Pourquoi je vous dis que ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Syrie est extrêmement grave? Car c'est la fin d'un cycle qui a commencé en 1977 lorsque 6 pays du Proche et Moyen-Orient et du Maghreb avaient décidé de créer le front de la fermeté. Il y avait la Syrie, il y avait l'Irak, il y avait la Libye, il y avait le Yémen, il y avait l'Algérie et il y avait l'OLP de Yasser Arafat. Et ces 6 pays avaient refusé de négocier avec Israël tant que la Palestine n'aurait pas eu son État, tant que Israël ne se serait pas retiré des territoires occupés, que ce soit le Golan syrien, que ce soit Jérusalem-Est ou la Cisjordanie et Gaza. Et nous constatons avec la chute du régime nationaliste, entre guillemets, de Bachar el-Assad, la fin de ce front de fermeté. Et comme vous avez pu le constater, le dernier pays issu de ce front de la fermeté, c'est évidemment l'Algérie, qui plus que jamais aujourd'hui est isolée sur le plan de la diplomatie arabe telle qu'elle avait été conçue à partir du 22 mars 1945, date à laquelle avait été créée la Ligue des États arabes. Donc, à titre d'information, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais vous savez que mon mémoire de maîtrise à la Sorbonne portait sur la genèse de la Ligue des États arabes, et j'avais, comme je viens de vous le dire, comme professeur, M. Henri Laurence, qui est le plus grand spécialiste du Moyen-Orient, et aussi un professeur algérien qui s'appelle le professeur Ben Mansour, et que je tiens à saluer, Inch'Allah, Allah yatawal fi umro. Bon, pourquoi c'est important ce qui se passe aujourd'hui? C'est important ce qui se passe aujourd'hui, car c'est aussi la fin de la philosophie de ce qu'on appelle du non-engagement. Alors à l'époque, il y avait un grand essayiste qui s'appelait Marcel Colombe et qui avait écrit un ouvrage en 2 tomes qui s'appelait Orient arabe et non-engagement. Donc j'ai la chance d'avoir ces livres ici près de moi. Cette philosophie du non-engagement, elle consistait à dire que nous ne nous calons pas sur les 2 superpuissances quant à notre diplomatie ou quant à nos choix économiques. Il y avait en avril 1955 la fameuse conférence de Bandung qui avait réuni 29 pays, 23 pays d'Asie et 6 pays africains pour dire les pays du tiers-monde ne vont pas se caler sur la politique et des États-Unis et de l'Union soviétique. En clair, il y avait la possibilité d'une 3e voie. Et à l'époque, c'était Dal Hussein, donc Syed Ahmed, qui avait représenté l'Algérie à cette conférence de Bandung en avril 1955. On se rend compte aujourd'hui, pratiquement à 70 ans, que c'est la fin de l'esprit de Bandung, c'est la fin du non-engagement. Aujourd'hui, si un pays ne s'allie pas à la ligne ou bien des États-Unis ou bien de la Russie, il est condamné à disparaître. Voilà la leçon d'aujourd'hui. Et cette leçon est d'autant plus éclatante que la Syrie a toujours eu non seulement un traité d'amitié, mais une alliance avec la Russie. La Russie s'était toujours engagée depuis l'époque de Brejnev et de Hafez al-Assad, le père de Bachar al-Assad, à protéger la Syrie contre toute intervention extérieure. Et aujourd'hui, nous avons la démonstration que la Russie n'a pas honoré sa promesse. Et si j'en parle avec autant de gravité, c'est que notre pays a aussi pour allié la Russie. Ce qui veut dire que si demain, ce que je ne souhaite pas, ce que personne d'entre nous souhaite, notre pays était en danger, nous ne pourrons pas compter sur l'alliance, sur le soutien de la Russie. Ce qui veut dire qu'il est absolument vital aujourd'hui que nous redéfinissions
notre rôle à la fois sur la scène africaine, sur la scène arabe, sur la scène musulmane et dans nos relations entre l'Afrique et l'Europe pour ne pas que l'Algérie tombe dans le même piège que le régime de Bachar al-Assad qui a été obligé de fuir à Moscou où apparemment il a bénéficié ainsi que sa famille de l'asile politique du président russe Vladimir Poutine. Vous avez vu les images comme moi de l'invasion du palais présidentiel syrien à Damas. Il y a un essayiste français qui s'appelle Jean-Marie Durand et qui disait dans une revue qui s'appelle Peuple méditerranéen que nous assistons à la destruction symbolique du pouvoir. Vous savez, quand des personnes envahissent un palais présidentiel, c'est le symbole du pouvoir dans un État. Et cette destruction symbolique du pouvoir, elle va laisser des traces très difficiles à gommer. Pourquoi? Car c'est la voie ouverte à toutes les violations, c'est la voie ouverte à toutes les destructions symboliques des institutions d'un État. Et nous avons vu ce qui s'est passé en Libye depuis 2011, le fait d'avoir détruit ces symboles de l'État ont généré une guerre civile qu'on a énormément de mal à éteindre. Car autant l'ordre, parfois avec ses défauts, peut paraître difficile à vivre, mais le désordre, c'est pire qu'un ordre injuste. Car pour retrouver l'ordre après un désordre, après une guerre civile, il faut parfois des dizaines d'années. On a vu les difficultés que le Liban a rencontrées pour retrouver l'ordre, on voit les difficultés que rencontre la Libye pour retrouver l'ordre, on voit aussi ce qui se passe au Soudan où depuis une trentaine d'années nous assistons à une guerre civile presque permanente. Il y a un grand philosophe anglais qui s'appelle Thomas Hobbes qui disait que je préfère un ordre injuste à une guerre civile. Car l'être humain, pendant une période de guerre civile, est incontrôlable. Et j'espère que celles et ceux qui sont à la manœuvre dans la crise syrienne actuelle ne vont pas être tentés de reproduire le même chaos que celui qui existe depuis bientôt 13 ans en Libye. Donc le sens de ce live d'aujourd'hui, c'est de vous appeler à la conscience en tant que citoyen. Vous savez que je n'ai pas le droit de faire de la politique en Algérie. Je me suis livré à cette analyse géopolitique car l'heure est grave, mais évidemment, je n'ai des conseils à donner absolument à personne. Il n'en demeure pas moins que chacun de nous doit rester extrêmement vigilant. Et notamment par rapport à nos relations avec notre voisin marocain. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les pays du Moyen-Orient et du Proche-Orient sont extrêmement fragiles car ils sont extrêmement divisés sur le plan religieux. Chose qui n'est pas le cas au Maghreb où nous sommes extrêmement unis sur le plan religieux. Et c'est une chance que nous avons. Et cette chance, il ne faut pas la bafouer, il ne faut pas l'insulter, il ne faut pas jouer avec le feu pour la briser. Et en tant que citoyen d'Afrique du Nord, sachez une chose, que jamais, je dis bien jamais, je ne céderai à la tentation de la division en Afrique du Nord. Jamais je n'allumerai le feu de la discorde entre la Tunisie, la Libye, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie ou le Sahara occidental. Car nous avons cette chance extraordinaire de pouvoir créer une véritable fraternité pour ne pas laisser des puissances régionales ou internationales jouer avec le feu de nos divisions et nous laisser pourrir, gémir, moisir dans des guerres civiles interminables comme cela est le cas au Liban, en Syrie, en Irak et dans d'autres contrées du Proche et du Moyen-Orient. Donc de grâce, ne jouons pas avec le feu, quels que soient les différends que nous avons en Afrique du Nord. On a le devoir, on a la responsabilité historique devant Dieu et devant nos peuples pour trouver un terrain d'arrangement. Sinon, c'est la voie ouverte à toutes les dérives, que ce soit des guerres civiles, que ce soit l'infiltration de puissances régionales ou étrangères dans nos conflits qui ne concernent que nous, et jamais nous pourrons nous relever. Nous avons, comme vous le savez, 2 tumeurs
dans le monde arabe. Et quand je parle de monde arabe, encore une fois, je parle d'un monde linguistique. Je ne parle pas d'un monde ethnique. Donc quand je parle de monde arabe, j'englobe tout le monde. Les Kurdes, les Arméniens, les Berbères, les arabophones, car vous le savez, il n'y a plus d'arabes au sens ethnique du terme, notamment au Maghreb, il y a des arabophones. Donc si nous voulons demain être une puissance intermédiaire entre l'Afrique d'un côté et l'Europe de l'autre, nous devons investir dans les éléments d'union, dans les éléments de fraternité, dans les éléments de ressemblance pour créer une véritable puissance d'état de droit et puissance démocratique. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt, Inch'Allah. Barakallahu fikum.